C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le principal parti d'opposition béninois en pleine déconfiture à quelques jours de la présidentielle. Le parti Les Démocrates a connu une série de défections au profit du parti au pouvoir. Reportage de nos correspondants à Cotonou et analyse de Gilles Yabi dans un instant. Les 2 ans au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye au Sénégal, quel bilan sur le plan économique alors que les finances publiques sont au plus mal? Quels résultats politiques sur les promesses de souverainisme alors que le duo de l'exécutif se divise? La correspondance à Dakar, Deli Mandao. Et puis la hausse du gaz en Mauritanie, une mesure prise par le gouvernement cette semaine, conséquence de la guerre au Moyen-Orient. Les autorités ont également mis en place des subventions sociales pour limiter l'impact sur les populations. La correspondance régionale à la fin de ce journal. Le 12 avril prochain, les Béninois seront appelés aux urnes pour élire leur président. Vous le savez, Patrice Talon ne se représente pas, mais il a désigné son poulain qui représente le clan présidentiel, Romuald Boigny. Côté adverse, c'est bien plus compliqué. La principale force d'opposition traverse une crise profonde, division interne, guerre de succession, repositionnement politique. Le parti Les Démocrates semble fragilisé. Reportage d'Emmanuel Sodji et Jules Akabassi. Il y a encore quelques semaines, Guy Mitokpe incarnait l'une des figures les plus visibles du principal parti d'opposition béninois, les Démocrates. Tout comme Éric Koundété. Pour la présidentielle, tous deux choisissent de soutenir le candidat du pouvoir, Romuald Boigny, un véritable séisme politique. Le parti n'existe plus parce qu'il y a eu des personnes qui ont travaillé à faire disparaître le parti. Permettez que nous puissions faire notre choix. On ne nous demande pas de tomber parce que le parti est tombé. Ces derniers mois, le parti Les Démocrates a essuyé plusieurs revers. Avec le durcissement des règles électorales, il n'est pas parvenu à conserver ses députés au Parlement, ni à qualifier un candidat pour la présidentielle du 12 avril. Début mars, son chef, l'ex-président Thomas Boniyayi, démissionne. Dans la foulée, le fils de ce dernier, également cadre du parti, prend lui aussi ses distances et rejoint le camp présidentiel. Avec la démission du président Boniyayi, on peut dire déjà que le parti est dans une situation de crise. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Les résultats sont presque connus et chacun a envie de se positionner par rapport à l'avenir. Derrière ces désertions en cascade, une farouche guerre de succession. 2 camps s'opposent. L'un représenté par Éric Koundété, désigné président par intérim après la démission de Boniyayi, l'autre par Nourenou Atchadé, porté en pleine crise à la tête du parti par ses partisans. Du moment où il y a un bicéphalisme, ce n'est plus une chose normale. Avez-vous vu déjà un être humain qui a 2 têtes qui vit? Vous direz que c'est un monstre. À quelques jours du scrutin présidentiel, la rupture est totale au sein des démocrates. Le camp Atchadé choisit de ne donner aucune consigne de vote. Éric Koundété, lui, rallie la majorité au pouvoir. Le parti le suspend, ainsi que la vingtaine de cadres qui le soutiennent. Un parti d'opposition, par principe, ne peut pas se rallier quand même à la mouvance. Ça ne s'entend pas. Il n'y a que ceux qui font cette démarche qui ont des choses à se reprocher. L'avenir du principal parti d'opposition pourrait se jouer après le scrutin. Le Koundété a saisi la justice pour contester l'actuelle direction du parti. Mais au-delà de la bataille politique et juridique, il y a aussi un enjeu financier. Une importante somme d'argent serait en jeu au titre du financement des partis. Et pour en parler, nous sommes avec Gilles Yabi, fondateur et directeur exécutif de Wati. Merci beaucoup d'être avec nous pour décrypter cette actualité béninoise. Le principal parti d'opposition, les Démocrates, se relèvera-t-il de ces épreuves? Bonsoir. Alors, je crois qu'on le voit, il y a énormément de divisions au sein du parti Les Démocrates et il y a des cadres importants de ce parti qui ont non seulement démissionné, qui partent du parti, mais qui rejoignent immédiatement le camp a priori opposé, celui pas du parti au pouvoir, parce qu'il y a en réalité 2 partis qui soutiennent
le président Talon et qui soutiennent donc aujourd'hui le candidat Romuald Wadani. Et donc, on voit bien que le parti est extrêmement fragilisé. La démission, bien sûr, de l'ancien président Boni Yayi, qui incarnait en réalité les démocrates, je pense, à acter d'une certaine manière cet affaiblissement très important du parti des démocrates. Et vous l'avez dit, on le voit dans le reportage, même le fils de l'ancien président Boni Yayi a lui aussi rejoint le camp qui soutient Romuald Wadani, le candidat du pouvoir en place. Donc, on voit bien qu'on est dans un scénario assez particulier. Mais je pense qu'il faut aussi souligner que cette forme de déliquescence du Parti des démocrates est aussi en partie, au moins, le résultat des réformes qui ont été mises en place et de l'ensemble de la gouvernance sous le président Patrice Talon, qui a quand même aussi beaucoup fragilisé, disons, tous les partis d'opposition et concouru d'une certaine manière à l'affaiblissement des démocrates. Mais il faut aussi ajouter, et je pense que c'est assez clair, qu'il y avait quand même des problèmes de leadership assez importants au sein même des démocrates. Alors justement, est-ce qu'il ne manquerait pas une figure charismatique dans ce parti pour relever le parti et pour le reconstruire ? Je crois que pour moi, ce qui me semble être le plus important, qui ne concerne pas vraiment le positionnement de tel ou tel parti politique, ce qui est beaucoup plus important, c'est ce que ça nous dit de l'état politique du Bénin, de l'état des institutions et du résultat de ces réformes très importantes qui ont été faites au cours des 10 dernières années. Parce qu'au fond, la personnalisation des partis, le fait que les partis, justement, s'affaiblissent immédiatement lorsque on n'a plus une figure, voilà, une personne, disons, qui est derrière la mobilisation du parti, je pense que c'est quand même un problème assez important. Et d'ailleurs, le diagnostic du président Talon à l'époque, lorsqu'il arrivait au pouvoir, c'était de dire justement qu'il y avait des choses à corriger au niveau partisan et qu'il fallait d'une certaine manière pousser à moins de partis politiques, mais à des partis politiques plus structurés et je dirais a priori moins incarnés par des personnalités. Je ne suis pas sûr qu'on soit arrivé à ce résultat du côté de l'opposition, comme du côté d'ailleurs aussi des partis au pouvoir, où on n'a pas vraiment l'impression que ça se joue sur les idées et que ça se joue sur à nouveau une structuration très forte des partis. On est toujours dans le cadre quand même d'une manière de faire de la politique qui, de mon point de vue, est assez problématique. Alors, qu'en est-il de la majorité au pouvoir autour de Patrice Talon ? On a vu de nombreux jeunes ministres structurés, talentueux. Aujourd'hui, c'est l'un d'entre eux d'ailleurs qui reprend le flambeau. Romuald Wadani était ministre de l'économie et des finances. Est-ce qu'il y a un renouvellement, on va dire, autour en tout cas de cette majorité au pouvoir ? Oui, il y a un rajeunissement très clairement de la classe politique qui a aussi et sera une partie de l'héritage de la présidence Talon. C'est clair qu'il y a beaucoup de jeunes cadres qui sont entrés dans l'appareil d'État, dans des postes ministériels, mais aussi derrière dans d'autres institutions et que c'est positif puisque ça reflète en partie la jeunesse de la population béninoise et que lorsqu'on compare à beaucoup de pays de la région du continent, c'est quand même plutôt positif d'avoir effectivement ce rajeunissement et d'avoir probable président qui est la cinquantaine. Mais je crois à nouveau que ce qui me semble quand même préoccupant, c'est l'état de la démocratie béninoise. Et là, tous les indicateurs de mesure de la qualité, disons, d'un fonctionnement démocratique sont quand même plutôt aujourd'hui indiquent une évolution négative. Alors et ça, justement, c'est quand même préoccupant compte tenu de la situation régionale aussi et du contexte sécuritaire régional. Alors justement, est-ce que c'est le point négatif du bilan de Patrice Talon ? Quel est son bilan économique et son bilan politique aujourd'hui ? Oui, je crois que ce bilan il restera probablement controversé pendant longtemps et peut-être que la meilleure mesure de ce bilan, ce sera justement peut-être dans quelques années, on verra si du point de vue de la stabilité et de la sécurité du pays, on a une consolidation et que le Bénin échappe, disons, à cette tendance dans la région à un affaiblissement à nouveau du point de vue de la sécurité, de la stabilité politique. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même connu une tentative de coup d'État meurtrière, sérieuse, en décembre de l'année dernière et que ça s'est passé dans un pays où on ne pensait plus, en tout cas la plupart des Béninois ne s'attendaient plus à une possibilité de coup d'État. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le signal que cette tentative de coup d'État donne à la fois sur l'environnement sécuritaire régional et les possibilités que les tensions avec des pays
voisin ait joué un rôle, mais aussi sur le fait qu'on a quand même un mécontentement dans un pays où, il faut le dire, à l'issue des élections législatives et des élections locales, on n'a absolument aucun représentant de l'opposition. Et donc, on a quand même un pays qui, pendant 7 ans, a priori, sera gouverné par un seul camp, ou en tout cas par la mouvance qui est au pouvoir, et que même dans ces temps, compte tenu des réformes qui ont été faites du point de vue des parrainages, il sera en réalité impossible d'avoir un candidat qui soit issu d'un autre parti que des deux partis qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Merci infiniment Gilles Yaby, fondateur et directeur exécutif de Wati. Merci pour votre décryptage. Les 2 ans du duo Diomaye Faye-Sonko à la tête du Sénégal. Les 2 hommes sont arrivés au pouvoir après une campagne pleine de rebondissements. Le président Bassirou Diomaye Faye a été élu par une jeunesse remplie d'espoir. Le président et son Premier ministre ont fait des promesses qui se sont rapidement heurtées à une réalité compliquée entre mauvais état des finances publiques et tensions entre les 2 hommes. Pour en parler, nous retrouvons tout de suite notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. Eliman, bonsoir. Justement, le bilan de ces 2 ans est en demi-teinte, Eliman. Absolument, en demi-teinte, d'abord sur le plan économique, et tout est parti de cette annonce faite en début d'année 2025 de l'existence d'une dette cachée de 7 milliards de dollars environ, imputée par les autorités au pouvoir au régime sortant. Et depuis, la situation économique n'a cessé de se dégrader. Le Fonds monétaire international a suspendu son programme de financement de l'économie sénégalaise d'une valeur de 1,8 milliard de dollars. Et depuis, de l'aveu même du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, cette situation a réduit les marges de manœuvre du pays avec une dette qui, selon différentes sources, est comprise entre 119% du PIB et 132% du PIB, et un chômage qui a atteint 23% selon le dernier bulletin de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Sur le plan économique, une situation compliquée, mais également sur le plan politique. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko continuent d'exercer leurs fonctions institutionnelles. Le président Bassirou Diomaye Faye en tant que chef de l'État et Ousmane Sonko en tant que Premier ministre. Mais sur le plan politique, les 2 hommes semblent avoir pris leur chemin avec 2 coalitions distinctes. C'est une première dans l'histoire politique du Sénégal, avec les deux hommes forts de l'exécutif avec 2 coalitions différentes. La coalition Diomaye président pour le président et la coalition apte pour le Premier ministre, et de l'avis de certains analystes politiques, les 2 hommes auront ainsi du mal à cheminer ensemble jusqu'au terme de leur mandat. Alors, la souveraineté du pays est l'une des principales promesses des autorités au pouvoir. En 2 ans, quels sont les actes posés par le président Diomaye Faye ? Sur ce plan, les 2 hommes ont posé plusieurs actes symboliques, parmi lesquels on peut citer en premier le départ des militaires français. Selon le président Bassirou Diomaye Faye, la souveraineté du pays ne saurait s'accommoder avec la présence d'une base militaire étrangère, mais aussi la question des tirailleurs qui a frictionné les relations entre le Sénégal et la France. Ce massacre des tirailleurs, le 1er décembre 1944, des tirailleurs de retour de la Deuxième Guerre mondiale, tués par l'armée française. Les pressions exercées par Dakar ont permis à Paris de reconnaître cet événement pour la première fois comme étant un massacre. Mais sur le plan symbolique, il y a également pas mal d'actes posés, comme la rebaptisation de certaines rues. Je peux citer l'une des principales avenues de Dakar, l'ex-avenue boulevard du Général de Gaulle, qui s'appelle désormais boulevard du président Mamadou Dia, en référence à ce héros post-indépendance du Sénégal. Pas mal d'autres actes ont également été posés en termes de notamment la renégociation des contrats qui lient le Sénégal à certaines multinationales internationales sur le plan industriel, mais aussi sur le plan du pétrole et du gaz. Le président sénégalais a également lancé un New Deal technologique. C'est le programme technologique qui permet au Sénégal, à Dakar, d'être un hub sous-régional, mais aussi une dématérialisation, j'y arrive, de l'administration sénégalaise. Des programmes qui sont heurtés certes à cette réalité économique, mais les 2 hommes ont encore 3 ans pour pouvoir mettre en place ces programmes dans le cadre du plan Sénégal 2050, et ce avant la présidentielle de 2029. Merci beaucoup Eliman Dao pour ce bilan complet des 2 ans du président Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko au pouvoir. Merci beaucoup.
Ce décompte compilé dans une étude publiée ce jeudi par Human Rights Watch. Selon l'ONG, le gouvernement du Burkina Faso et ses forces alliées ont tué beaucoup plus de civils que les combattants islamistes depuis 2023. Écoutez. Les forces de sécurité et les milices alliées, les VDP, semblent faire preuve de plus de brutalité et de violence que le JNIM lorsqu'elles mènent leurs opérations de contre-insurrection. Il pourrait également s'agir d'une tendance régionale, car au Mali, par exemple, la CLED a constaté que les forces de sécurité étaient responsables d'un plus grand nombre de meurtres de civils que les groupes islamistes armés. Il ne s'agit donc probablement pas d'une anomalie isolée, mais plutôt d'une tendance régionale qui soulève de nombreuses questions et inquiétudes quant au comportement et à la discipline des forces militaires. Une centaine de manifestants dispersés à coups de gaz lacrymogène en Guinée-Bissau. Plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées dans la capitale pour réclamer justice après la mort d'un militant de la société civile, Vigario Luis Balanta, coordinateur du mouvement Porditerra, est considéré comme une voix critique contre les militaires qui gouvernent le pays depuis le coup d'État fin 2025. Les répercussions de la guerre au Moyen-Orient en Mauritanie. Le gouvernement a annoncé mardi plusieurs mesures pour faire face à la crise, parmi lesquelles la hausse des prix des carburants et du gaz à usage domestique. Le gouvernement a également mis en place des subventions sociales pour limiter l'impact sur les populations. La correspondance régionale d'Aminatou Diallo. Plus 10% sur le prix du gasoil, plus de 15% pour l'essence. Le gaz domestique est lui aussi concerné par ces augmentations. La grande bouteille passe à environ 12 € contre 7 € auparavant. Des hausses de prix vivement critiquées par de nombreux Mauritaniens. Mais selon les autorités, ces mesures s'imposent face à la crise du Moyen-Orient et ses répercussions sur l'économie mondiale. Pour atténuer l'impact sur les populations, le gouvernement annonce donc plusieurs dispositifs sociaux, notamment une revalorisation du salaire minimum et une aide exceptionnelle d'environ 70 € destinée aux familles les plus vulnérables. Des mesures qui suscitent de vives réactions à Nouakchott. Il faut saluer la politique de subvention de l'État. Sans elle, les prix de produits de base seraient hors de portée. Ces mesures auraient dû tenir compte de la dignité du citoyen. Quand une bonbonne de gaz se vend entre 7 et 12 €, c'est une charge insupportable pour la population. Il serait juste que toute la population puisse profiter de ces aides si les prix augmentent pour tout le monde. La vie est de plus en plus dure ici en Mauritanie et l'augmentation des salaires ne nous concerne pas car nous travaillons à notre propre compte et restons donc exclus de ces avantages dont nous avons besoin. Les autorités assurent que cette hausse des prix n'aura pas d'impact sur les tarifs du transport ou des produits de première nécessité. Elles promettent un encadrement strict et un renforcement des contrôles pour éviter toute répercussion sur les ménages. Allez, ces images du Caire dans le brouillard d'une tempête de sable. Le ciel de la mégalopole égyptienne a changé de couleur. Il est passé au rouge vif et au orange. La visibilité est considérablement réduite. Les autorités ont appelé les automobilistes à être extrêmement vigilants. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.